Donc je continue ma série sur les mots, autour d'un mot. Je rappelle que nous avons des réunions tous les jeudis soirs de 19h30 à 21h30 dans ces présents locaux autour d'un café philo qui s'appelle Autour d'un mot, autour d'un pot. Chacun apportant ce qu'il veut manger ou boire. C'est une table ouverte à ce niveau-là. Et je voudrais revenir sur le mot français dont on a beaucoup parlé récemment. Qu'est-ce que c'est qu'être français? Est-ce que la définition d'un mot, voilà, français, la France, un mot. Est-ce que la définition de français est une définition obviée? Il n'y a aucune définition obviée. Il y a un mot que plusieurs personnes peuvent revendiquer, mais dont le contenu peut complètement varier d'une personne à l'autre. Ce qu'elles vont mettre sous ce mot, eh ben, ça peut varier considérablement. Voilà. Donc ça, c'est le signifiant, à un moment donné. Et ce qu'on met sous le mot, ce sont les signifiés. Et alors là, il y a par rapport à un même mot, il peut y avoir une infinité de signifiés. C'est comme dans un vase, vous avez un vase, et bien, au cours de sa vie, le vase, il va pouvoir accueillir les fleurs les plus diverses. Toutes ces fleurs qui se sont succédées dans ce vase, ou qui se sont confondues et mélangées dans des bouquets, eh bien, ce sont des signifiés, alors que le vase, lui, c'est le signifiant. Je répète encore une fois qu'il est absolument essentiel pour suivre nos activités de bien maîtriser cette problématique du signifiant et du signifié, car elle est fondamentale. Elle est fondamentale aussi pour la philosophie. Et d'ailleurs, hier nous avons parlé du moi, moi-je. Qu'est-ce que c'est que le moi-je? Bon, je renvoie à une autre vidéo. Le moi-je cher à Descartes, le cogito. Qui est-ce qui parle? Bon. Alors là, français, est-ce que l'on doit rester sur des évidences sur ce que c'est qu'être français ou ce que c'est que la France? Est-ce qu'il est possible, en rassemblant notamment des musulmans et des chrétiens, qu'ils se mettent d'accord sur une certaine définition? Parce que les signifiés servent à définir à un moment donné le signifiant. Ce sont des définissants. C'est eux, à ce moment-là, qui sont dans le en, ant, pratique par exemple, ils définissent le signifiant qui lui-même, et dès lors, devient défini. Donc on passe du signifiant signifié au définissant défini dans l'autre sens, en boucle. Donc le signifiant devient défini et le signifié devient définissant. Alors, moi je ne veux pas donner de solution, ce n'est pas le but de la chose, mais comme je disais tout à l'heure, il faut renouveler les définitions. Donc il faut renouveler les signifiés, parce que les définitions, c'est ce qui va constituer le signifié d'un mot donné, le mot étant le signifiant. Excusez de prendre ce côté un peu didactique, mais je crois que c'est nécessaire. Et donc, même pour ceux qui croient avoir fait de la linguistique et avoir compris ces notions, qui vont après nous dire « Ah mais moi c'est pas ce que j'ai appris, alors vous comprenez, ça va pas ». Ou c'est pas ce que Saussure exactement a dit, mais on s'en fout de ce que Saussure a dit. On a le droit de repréciser, d'approfondir, de prolonger sa pensée, que je sache. Bon. Donc, être français, donc dans un café philo comme je le conçois, on se retrouve avec plusieurs personnes, on leur dit qu'est-ce que c'est pour vous être français, qu'est-ce que c'est pour vous la France, et chacun sort sa définition, ses définitions. Et on les compare, on voit si elles sont compatibles ou pas. Si elles ne sont pas compatibles entre elles, eh ben, il serait bon de trouver une définition qui le fût, quitte à ce que chacun reformule, repositionne justement son discours sur ce sujet. C'est comme ça que je vois la négociation. Est-ce que être français, ça veut dire cesser d'être chrétien ou d'être musulman? Est-ce que la laïcité est un élément de définition de la France? Est-ce qu'on va mettre laïcité sous le mot France? Et puis laïcité va devenir également un signifiant à un autre moment quand il s'agira de définir la laïcité. Parce que c'est ça aussi la gymnastique. On met un mot en avant et les autres mots servent à définir ce mot-là. Mais ces autres mots peuvent être également mis en avant et être redéfinis aussi. Il ne faut pas croire que le signifiant signifié, c'est la dialectique entre ce qui est le mot et ce qui est la chose. Non. Le signifiant, c'est un mot donné que l'on va définir avec le moyen d'autres mots. Bon. Et d'ailleurs, le signifiant, ce n'est pas forcément un mot. Ça peut être un arbre, ça peut être une personne, ça peut être un objet. C'est pas réservé aux mots.
Mais les objets ne sont pas forcément des signifiés. Au moment où on commence à s'interroger sur tel objet, il devient signifiant. Et ce sont les autres choses qui ne sont des signifiés. Donc là aussi, il y a des définitions très pauvres, très insuffisantes du rapport signifiant-signifié, je vous précise. Alors ne venez pas me dire, ah, mais moi j'ai appris ça comme ça. Donc, la laïcité est-elle un trait dominant qui doit être mis en avant pour définir une sorte de consensus autour de ce que c'est qu'être français ou de ce que c'est qu'être la France? Ou bien est-ce que, mais je lance comme ça des idées comme ça, ou bien est-ce que l'Europe, la présence française en Europe, crée-t-elle une nouvelle situation qui peut renouveler la problématique française? Jusqu'à présent, c'est pas évident. Il semble que les réflexes par rapport à ce qu'est la France et le français n'ont pas énormément changé depuis 50 ans, depuis la création du marché commun dans les années 50, un peu plus de 50 ans. On fêtera le traité de Rome en 2017. Et les 60 ans du traité de Rome, oui. Et donc, est-ce que l'Union européenne constitue un nouvel horizon pour la société française, et notamment pour les gens qui ne sont pas spécialement de souche française, ce qui est vrai aussi pour beaucoup de juifs qui ne sont pas de souche française? Est-ce que ça peut apporter une solution que de se situer dans une perspective qui dépasse le périmètre de l'Hexagone, par exemple? Il est certain que normalement, lorsque la France a fait partie de la constitution des six premiers pays, et puis ensuite, etc., on pouvait penser que ça allait changer les choses. On pouvait penser que ça allait changer les critères. On pouvait penser qu'il y aurait certains blocages qui disparaîtraient, que d'autres nouvelles valeurs apparaîtraient. Il n'est pas certain que ce tournant ait été bien négocié. Notamment, la connaissance des langues étrangères n'a pas beaucoup avancé, il me semble, même s'il y a une pénétration assez forte de l'anglais. Mais les gens ne parlent pas plus allemand qu'avant, peu importe. Et inversement, est-ce que les gens parlent plus français? Est-ce que les gens connaissent mieux l'histoire des autres pays européens? Est-ce qu'il y a une histoire européenne qui est enseignée? Je pense que de ce côté-là, l'Europe, on ne le dit pas assez souvent, mais l'Europe a raté le coche à ce niveau-là. Bien sûr, la perception de l'Allemagne a évolué, bien entendu, mais la connaissance de l'Allemagne en France, ou la connaissance de la France en Allemagne, a-t-elle vraiment évolué? Est-ce qu'un bon citoyen français, c'est un bon citoyen européen? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a d'autres exigences que celles habituellement? Est-ce que, par exemple, pour prendre les musulmans, est-ce que les musulmans brillent par leur conscience européenne, par exemple? Je ne sais pas, je ne sais pas ce qu'ils disent exactement sur le rapport à la France, mais on pourrait imaginer qu'ils s'inscrivent plus dans une problématique européenne que dans une pratique française. Le problème, c'est qu'ils sont eux-mêmes francophones. Je parle des Maghrébins. Donc, quelque part, ils sont quand même, c'est paradoxal, mais ils sont quand même très liés à la France, et pas à l'Allemagne ou à l'Angleterre, à la limite. Les colonies, les anciennes colonies, elles restent marquées par la métropole, leur métropole correspondante. Et c'est ça qui est dommage, parce qu'effectivement, il y aurait quelque chose à faire à ce niveau-là. Il n'en est pas de la même façon pour les Turcs qui vivent en Allemagne, et qui, eux, effectivement, ne perpétuent pas leur culture. Alors le paradoxe, si vous voulez, c'est que d'une certaine façon, les Maghrébins perpétuent, comme ils sont francophones, ils perpétuent le fait de passer en France, ne constitue pas un véritable changement. D'abord parce que c'est un pays méditerranéen, dans le sud en tout cas, parce qu'on y parle la même langue, plus ou moins. Donc, si vous voulez, quelque part, ils ont le sentiment qu'il n'y a pas spécialement de changement. C'est pas comme quelqu'un qui va vivre en Israël, qui ne connaît pas un mot d'hébreu. Là, effectivement, il est bien obligé de dire, mais il faut tout reprendre. Mais un Maghrébin qui arrive en France, finalement, la notion de nouveauté, elle est très relative. Je crois que c'est là que le bas blesse aussi, voyez-vous. C'est un paradoxe. Mais plus les choses sont déjà connues ou ont un côté déjà vu, plus
d'une certaine façon, on n'est pas trop incité à évoluer et à changer. C'est pour cela que je propose simplement une méthodologie. Je ne vais pas donner des solutions, mais il y a peut-être d'autres mots qui sont importants aussi, que la laïcité. Qu'est-ce que c'est que la laïcité? On pourrait aussi s'interroger maintenant, on va supprimer le mot français, et cette fois-ci, c'est la laïcité qui sera célèbre. Voyez-vous, c'est un autre mot qui tout à l'heure était insignifié, et maintenant qui devient le signifiant, au-dessous duquel on va mettre des signifiés et des définissants. Voyez-vous, on peut jouer comme ça. C'est un peu le travail des dictionnaires. Les dictionnaires de l'académie, etc., sont des gens qui passent leur temps à se demander comment définir un mot. On met ce mot en avant et tous les autres mots de la langue française servent à préciser ce mot-là. Et inversement, et à tour de rôle. Donc laïcité, bon, moi j'ai fait partie pendant pas mal de temps de ce qu'on appelle les juifs laïcs, jusque vers l'an 2000 à peu près. Donc voilà, la laïcité, les juifs laïcs. J'ai déjà dit tout à l'heure, enfin une autre fois, j'ai dit que effectivement les juifs n'avaient pas beaucoup de mérite à être dans la laïcité, parce que de toute façon, leur rapport ils sont très facilement assimilables aujourd'hui. C'est pas les juifs des années 30 ou 40. Ils n'ont pas d'accent, ils n'ont pas spécialement de prénom particulier, ils ne parlent pas l'hébreu entre eux. Bon, les seuls moments où on les reconnaît, c'est quand ils se rassemblent. D'où la question du rassemblement. Est-ce que c'est bon pour les Juifs de se rassembler? Que ce soit dans la synagogue, que ce soit en Israël, ou que ce soit dans des réunions, dans des manifestations, etc. C'est pas certain. Je pense que les Juifs ont une dimension individuelle très puissante, qui n'est pas compatible, à mon avis, avec un processus collectif. Enfin, bon, c'est un autre sujet. Mais la laïcité, effectivement, bon, c'est vrai que c'est très facile pour un Juif d'être laïque, puisque même les Juifs, soi-disant religieux, ils vont faire un peu d'hébreu, de lire un peu la langue hébraïque quand ils sont à la synagogue, mais ils ne connaissent pas l'hébreu véritablement, ils ne savent pas leur langue. Leur pays d'origine n'est pas non plus spécialement Israël, on sait très bien, mais ça peut être la Pologne, ça peut être l'Espagne, ça peut être le Maroc. Donc, ils ont un rapport extrêmement virtuel avec tout un ensemble, avec les notions de langue, avec les notions de pays, alors que les Maghrébins musulmans ont un rapport beaucoup plus concret. Donc on ne peut pas mettre sur le même pied la facilité relative qu'ont les Juifs à être dans la laïcité et à considérer que le religieux serait un petit peu quelque chose de privé, alors que précisément, ce n'est que dans le privé, de toute façon, qu'ils peuvent affirmer leur identité, parce qu'ils n'ont pas les moyens de l'affirmer sur la place publique, alors que les musulmans, c'est différent. Les Juifs sont des maranes de la laïcité, si on peut dire. C'est-à-dire que voilà, c'est une laïcité qui voudrait que tout le monde soit des maranes et qu'on ne pratique qu'en secret sa religion. Bon. Donc, moi, je ne suis pas convaincu que ce mot-là soit si important que cela. C'est une valeur que je considère correspondant à la judéité actuelle, à la condition juive actuelle. Je ne suis pas sûr qu'on puisse faire des querelles et des mauvais procès aux musulmans et aux chrétiens parce qu'ils ne respectent pas la laïcité véritablement, qu'ils sont trop dans l'espace public. Ça me rappelle d'ailleurs un débat juridique sur les baux commerciaux. Est-ce que dans un bail commercial, il y a toute la partie privée, les commodités doivent être quelque chose de tout à fait refoulé dans l'arrière-boutique, etc. Et en avant, on doit mettre l'activité professionnelle, l'activité publique. Bon. En réalité, il y a des empiètements de l'un vers l'autre, etc. Donc, quelqu'un qui n'a aucune activité publique peut difficilement donner des leçons à ceux qui ont des activités publiques. Parce que par définition, les problématiques ne sont pas les mêmes. Voyez-vous ? Donc on peut prendre comme ça des mots. Maintenant, quel est le mot-clé qui pourrait revenir comme valeur majeure? Moi, je dirais que c'est la langue française, d'abord. Je pense qu'il faut militer pour la langue française. C'est une langue majeure, c'est une langue fondamentale. Et je crois que tout le monde est à peu près d'accord là-dessus. Mais il faut en faire quelque chose de beaucoup plus important que ça l'est aujourd'hui. Il faut la respecter beaucoup plus, il faut la rénover. Voilà. Donc il y a voilà, moi je proposerais le problème de la langue française, un culte de la langue française,
qui pourrait d'ailleurs avoir une dimension également économique, se battre pour la langue française, se battre pour la domination de la langue française en Europe et dans le monde, repenser ce qu'on pense de la France. La langue française n'est pas une langue comme les autres. Bon, on ne va pas revenir là-dessus. Il y a aussi les juifs qui disent que l'hébreu n'est pas une langue comme les autres. Bon, autre sujet. Mais je pense que le français, l'apprentissage du français, la pratique du français, mais aussi la rénovation du français, une approche beaucoup plus critique de la langue française, la réforme du français, peut être un élément de mobilisation important.